Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Bon Citoyen. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver autant nombreux à pouvoir nous suivre, que ce soit au niveau de la station radio Diaspora FM et en direct sur nos antennes de Eden TV. Vous le savez très bien, l'émission Le Bon Citoyen, c'est cette tribune-là qui vous aide à pouvoir faire cheminement sur les questions de citoyenneté active et surtout travailler au rayonnement de la paix dans notre pays. C'est un plaisir renouvelé de savoir que vous êtes aussi nombreux à être présents sur ce rendez-vous. Les fake news, quand le mensonge devient virulent. Tel est donc le titre de cette chronique du jour qui nous sera présentée par mademoiselle Exaucée Tossavi. Mesdames et messieurs, les fake news, quand le mensonge devient virulent. À l'ère du numérique, un mot peut faire le tour du monde en quelques secondes. Mais quand ce mot est faux, il peut détruire plus vite qu'une arme. Aujourd'hui, parlons de ce virus invisible qui se propage dans nos écrans, les fake news. L'information, c'est le sang qui circule dans les veines de la société. Mais quand ce sang est contaminé, c'est tout l'organisme qui vacille. Nous faisons face aujourd'hui à un fléau nouveau par son ampleur. Les fake news, ces fausses informations qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui peuvent faire des ravages. Les fake news ne sont pas de simples rumeurs inoffensives. Elles manipulent, détruisent, divisent les réputations, influencent des élections, provoquent des conflits et parfois elles coûtent des vies. Un faux message sur un médicament miracle, une photo truquée d'un événement dramatique, une déclaration inventée de toutes pièces. Voilà comment le mensonge devient viral, ou devais-je virulent. Comment ça marche? Les fake news jouent avec nos émotions. La colère, la peur, l'indignation. Et sur les réseaux sociaux, un mensonge bien emballé voyage plus vite qu'une vérité nuancée. En quelques heures, il peut atteindre des milliers, voire de millions de personnes avant même qu'on ait le temps de vérifier. Mais face à cette épidémie du mensonge, nous avons un vaccin, l'esprit critique. Avant de partager une information, posons-nous 3 questions. Qui en est la source? Est-ce vérifiable? Quel est l'intérêt derrière cette publication? Pour aller plus loin, nous devons aussi s'informer auprès de sources fiables, médias reconnus, sites officiels, organisations crédibles. Nous devons former nos proches, surtout les jeunes, à reconnaître les images truquées et les titres trompeurs. Signaler les publications mensongères aux plateformes pour limiter leur diffusion. Prendre le temps sur une information vraie peut attendre. Un mensonge se nourrit de la précipitation. Être un bon citoyen à l'ère du numérique, c'est refuser d'être un relais du mensonge. C'est vérifier, croiser les sources et parfois ne pas cliquer sur partager. Nous avons tous un rôle à jouer, car si les fake news sont virales, la vérité peut aussi se propager. À nous de choisir ce que nous diffusons, de la lumière ou de l'ombre, de l'exactitude ou du poison. La prochaine fois que vous recevrez un message sensationnel, souvenez-vous, votre clic peut être une arme ou un bouclier. Un mensonge qui voyage vite peut devancer la vérité, mais la vérité finit toujours par le rattraper. La différence, c'est que le mal est déjà fait. Alors, à vous de décider. Serez-vous celui qui propage le poison ou celui qui transmet l'antidote? Merci. Merci infiniment donc à vous, mademoiselle Exaucée Tossavi, pour cette chronique du citoyen que vous nous avez permis de suivre. On va retenir essentiellement que nous avons le choix désormais en ce qui concerne
être acteur de lumière ou de l'ombre? Dans notre rubrique Leçons de civisme, nous allons pouvoir aborder un principe fondamental de vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Leçon de civisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la restauration des valeurs républicaines. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et pourquoi est-ce si essentiel pour notre société? Les valeurs républicaines sont au cœur de notre vie en société. Elles regroupent des principes comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et la solidarité. Ces valeurs nous permettent de vivre ensemble dans le respect et la paix. Mais ces dernières années, on a parfois constaté que ces principes étaient mis à mal. Certaines personnes ou groupes ne respectent pas toujours ces valeurs, ce qui peut créer des divisions, des conflits ou des injustices. Alors, comment peut-on restaurer ces valeurs? Tout d'abord, par l'éducation. Il est fondamental d'apprendre, dès le plus jeune âge, ce que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Les écoles jouent un rôle clé pour transmettre ces principes, pour sensibiliser les apprenants au respect des autres et à la citoyenneté. Ensuite, il faut encourager le dialogue, écouter les différentes opinions, comprendre les différences. C'est un moyen de renforcer la cohésion sociale. Il est aussi important que chacun prenne ses responsabilités. Les citoyens doivent agir avec respect, tolérance et solidarité au quotidien. Participer à la vie de sa commune, respecter les lois, défendre la justice, ce sont autant d'actes simples qui contribuent à faire vivre nos valeurs. De même, les institutions doivent aussi jouer leur rôle en garantissant l'application des lois, en promouvant la démocratie et en sanctionnant les comportements qui vont à l'encontre de nos principes républicains. Restaurer les valeurs républicaines, c'est donc l'affaire de tous. En étant attentifs, responsables et solidaires, nous pouvons faire en sorte que notre société reste juste, libre et fraternelle. Ensemble, contribuons à faire vivre ces valeurs pour un avenir plus harmonieux et plus humain. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de Leçons de civisme sur votre émission Le Bon Citoyen. Le débat d'aujourd'hui s'ouvre avec un thème d'enjeu majeur pour notre jeunesse et surtout pour notre nation, le Bénin, et pourquoi pas les autres nations qui se retrouvent au niveau du territoire africain. La thématique jeunesse et élection, quelle contribution à l'unité nationale? Et nous savons tous que la participation active des jeunes reste lors des processus électoraux un enjeu capital qui permet sûrement de pouvoir renforcer la cohésion sociale. Et sur ce plateau, nous allons pouvoir réfléchir ensemble à découvrir les rôles, les responsabilités, la manière dont les jeunes acteurs de changement peuvent parvenir à interagir pendant cette période. Et pour la circonstance, je reçois dans ce studio pour vous le docteur Léandre Olinde. Il est en service à l'Agence nationale de l'aviation civile de notre pays, le Bénin. Il est juriste et auditeur à l'UEMOA. Docteur Léandre Olinde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. À votre suite, nous avons mademoiselle Benato Carole Tonopoint. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes jeune leader du Bénin. Vous êtes également assistante parlementaire au niveau de notre pays, le Bénin. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'engagement citoyen. Un plaisir à partager. Alors, docteur Léandre Olinde, on va commencer par vous. Cette question ou cette thématique
quand on l'évoque, jeunesse et élection, quelle contribution à l'unité nationale? Quel est le premier regard que vous portez? Merci, monsieur le journaliste Hugues Hector Zogo, déjà de me faire l'honneur d'être sur ce plateau. Une première, je dirais. Merci également de me sortir de ma zone de confort. J'avoue que la thématique est une d'actualité et que, en fonction de la manière dont nous l'abordons, on pourrait peut-être contribuer efficacement à plonger la jeunesse dans le rôle qui est le sien, de manière à ce que sa contribution puisse permettre évidemment à la nation de se sentir confortée par cette tranche d'âge qui, ma foi, occupe un pourcentage extrêmement important. Et la question de jeunesse, aux prises avec les enjeux électoraux, me paraît comme un concept de jeunesse. À quel moment je pense à la jeunesse? Voilà un peu ce que m'inspire cette toute première question. C'est qui le jeune? Qui parle au nom de la jeunesse? Est-ce une question d'âge ou une question d'expérience? Et donc, ça va être extrêmement important de le circonscrire, de manière à ce que la jeunesse se retrouve également dans la tranche d'âge de ceux qui font leur premier pas, leur première expérience en matière politique. Et donc, cette tranche-là aussi, quel que soit l'âge, se trouve à être concernée par la jeunesse de l'expérience dans la politique. Et donc, c'est extrêmement important que cette jeunesse soit regardée comme ce sang neuf. Cette jeunesse soit regardée comme celle qui apporte la nouvelle dynamique dans laquelle nous devons pouvoir nous inscrire. Celle qui regarde l'évolution du monde et qui devra pouvoir s'adapter. Celle qui permet à la vieillesse, entre griffes, de savoir tenir compte des orientations qui sont désormais données par la force des choses et de savoir implémenter, n'est-ce pas, un souffle qui soit davantage plus intéressant pour les résultats qu'on compte obtenir, qui s'inscrivent plutôt dans une amélioration continue de notre processus électoral. Mademoiselle Benato Carole Tonoucoin, vous vous retrouvez au cœur de plusieurs associations, mouvements, surtout liés à la jeunesse et au leadership. Quand vous analysez la thématique qui est proposée aujourd'hui sur ce plateau, quelle est la première lecture que vous faites? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand moi je vois le thème jeunesse, élection, quelle contribution à l'unité nationale, je me dis qu'on veut mettre la jeunesse devant ses responsabilités, devant ce rôle-là qu'elle a à jouer pour que tout se passe bien. On ne va pas y aller par quatre chemins. Lors des élections à venir en janvier 2026 et en avril 2026, je me dis que c'est essentiellement de ça que nous allons parler. Est-ce que nous avons quand même des raisons aujourd'hui de débattre de cette thématique-là? Et qu'est-ce qui, à votre avis, reste l'élément déclencheur d'une telle dynamique? La thématique, elle est d'actualité. Elle est juste parce que nous sommes dans une période qui va tout droit nous conduire à renouveler tous les responsables politiques, je vais dire, ceux qui sont à des postes électifs, ils seront tous renouvelés en 2026 parce qu'il y aura les législatives, les communales ensemble.
Et ensuite, on ira à l'élection du président de la République. Donc, l'enjeu, c'est capital pour notre pays. Et au-delà de ça, on ne peut parler d'aucun développement sans parler de la jeunesse. Et je ne le dis même pas en termes de revendication ou quoi que ce soit, mais c'est factuel. Puisque les jeunes font partie de cette population-là et ces jeunes-là sont majoritaires. Ces jeunes-là ont l'énergie nécessaire pour faire le travail. Puisque pour aller vers un développement, ce que nous voulons tous, il faut que les jeunes soient mis à contribution dans les bonnes conditions pour atteindre les objectifs du pays. Mais ces jeunes-là doivent, à mon entendement, être formés pour ne pas être utilisés ou ne pas se perdre dans l'effervescence dans laquelle nous allons nous retrouver dans quelques mois, parce que ce sera quand même une très grande effervescence. Je confirme donc que c'est la démarche dans laquelle nous nous retrouvons sur ce plateau. L'émission Le Bon Citoyen a pour vocation l'éducation à la citoyenneté et surtout à la préservation de la paix en Afrique. Docteur Léandre Olindé, quand vous suivez un peu ce que mademoiselle Benanto Carole Tonoucoin évoque, il y a donc le désir ou la volonté manifeste de mettre la jeunesse au cœur des préoccupations de notre société. Quel rôle, de manière essentielle, peut-on confier à la jeunesse pendant cette période-ci? Tout à fait. Merci. Et donc, ce fut très intéressant, l'orientation qu'elle a donnée au débat, et en faisant en sorte à mettre en exergue la question même de la formation. C'est la formation qui confère le professionnalisme. On ne saurait rien faire de bien qu'il ne soit suite à une formation et une bonne formation. Cette jeunesse a besoin d'être formée et a besoin également de prendre conscience de ce qu'il faut aller se faire former. Parce que la question politique n'est pas du hasard. La question politique, c'est un processus. Et le processus appelle que l'on puisse se former. C'est souvent les objectifs que l'on se fixe en tant que jeunesse et à s'impliquer dans les questions électorales qui vont justifier effectivement les actions qui vont être menées. Nous avons besoin vraiment, en tant que jeunes, d'accepter de se faire former, d'accepter, d'adopter cette attitude d'apprenant face aux questions aussi importantes que celles des élections. Se former, c'est également accepter que les animations politiques se fassent. Vous voulez parler de ce qui doit pouvoir être au sein des différents partis politiques? Oui, c'est cela. Les partis politiques reposent ou se reposent sur la jeunesse. Elles se doivent effectivement d'organiser la vie politique de manière à ce qu'au cœur des actions à mener, il y a celle relative à la formation de la jeunesse, aux enjeux politiques, de manière à ce que cette jeunesse soit suffisamment avertie, soit suffisamment aguerrie, pour savoir contribuer, n'est-ce pas, à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre effectivement du processus électoral. Mademoiselle Tonoucoin, vous êtes aujourd'hui assistante parlementaire. Est-ce que vous avez, à partir de votre expérience, cette certitude de ce que aujourd'hui, au sein de nos partis politiques au Bénin, il y a effectivement de la formation pour permettre à ce que les débats essentiels liés à l'unité nationale puissent se faire? Merci beaucoup pour la question. Je ne parlerai pas forcément en ma qualité d'assistante parlementaire, mais je préfère répondre à votre question en ma qualité de militante progressiste. D'accord. Parce que nous avons tous suivi la réforme du système partisan, tout ce qu'il y a eu autour de ça. Mais au-delà, dans ma formation politique, puisque c'est ce que je maîtrise, vous pourriez me donner les autres informations.
Je dirais au bas mot, depuis 1 an, et quand je dis 1 an, je réduis ça, il y a une dynamique générale qui fait que nous avons eu au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, d'abord l'installation au niveau des communes. Quand je dis communes, ça va un peu au-delà de 117 parce que là on parle de communes politiques et on se retrouve à 105 je pense. Au sein de votre formation politique? Oui. C'est de la même manière qu'au niveau d'autres formations, on pourrait avoir des chiffres disparus. Voilà. Donc on a eu l'installation de tous les membres de section. Quand vous prenez les communes qui ne sont pas trop grandes, une section correspond à un bureau de coordination communale. On a eu la formation de tous les membres de section. Mais de quoi vous parlez au cours de cette formation, de manière concrète? D'accord. J'aime bien cette question parce que à l'Union progressiste Le Renouveau, où je suis aussi formatrice, si vous prenez la peine de suivre l'une de nos formations de bout en bout, il y a de petites questions qui reviennent automatiquement. C'est le qui sommes-nous. Et quand on demande aux gens, quand je dis gens, je parle des militants parce que ce sont des militants qui sont invités à cette formation-là. Ça se fait à l'interne. On leur demande qui êtes-vous, qui sont ceux qui sont présents aujourd'hui pour suivre cette formation. Et à cette question, il y a différents types de réponses. Souvent, on entend dire nous sommes des militants de l'Union progressiste de Renouveau. Mais quand le formateur ou la formatrice doit prendre la parole, il ou elle ne dit pas que c'est faux, mais on leur rappelle qu'au premier abord, que nous sommes tous d'abord des enfants du Bénin. Nous sommes donc des citoyens béninois. Voilà, avant d'être militants d'un parti politique. C'est pour faire une hiérarchisation des responsabilités et des rôles de ceux qui sont au sein du parti politique. Parce que notre première obligation, elle est d'abord envers le pays. Et c'est parce que nous sommes enfants du Bénin que nous avons décidé librement d'adhérer à un parti politique. Avant maintenant de descendre au niveau des responsabilités de militants, des attentes du parti vis-à-vis du militant, des comportements qu'il faut avoir au sein du parti politique. Donc, le premier niveau d'enseignement, c'est dire à tout le monde, nous sommes des enfants du Bénin et à ce titre, nous devons préserver le Bénin avant de descendre. Comment est-ce qu'on peut préserver le Bénin? Qu'est-ce que vous partagez comme information utile pour permettre à tout ce beau monde-là qui se retrouve peut-être à vos séances de formation de se rendre indispensable à l'éveil citoyen? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Bénin? C'est de nous comporter d'abord de manière responsable dans nos communautés. Et si je fais le lien avec le thème de l'émission, où on parle d'unité nationale, un bon citoyen, par exemple, ne se met pas en communauté pour commencer à stigmatiser les gens par rapport à une ethnie ou par rapport à une profession. Donc, quand vous êtes un bon citoyen, même avant d'être militant politique, quand vous êtes un bon citoyen, vous savez que la première des choses à préserver dans votre société, dans votre communauté, c'est la cohésion. C'est parce que c'est à partir des petits ressentiments que les grands mouvements commencent à s'organiser. Quand on dit grand mouvement, je fais une extrapolation. Hein. Vous savez que actuellement, notre pays est confronté au terrorisme et qu'il y a des gens qui font des types de recrutement dans notre communauté. Donc, si vous faites sentir à une catégorie que cette catégorie-là n'est pas la bienvenue dans la société, que vous ne l'aimez pas, que si vous malmenez cette catégorie-là, elle va devenir une proie facile pour ceux qui viendront pour faire de l'enrôlement par la suite. Et ça va créer des problèmes plus grands que ce que nous gérons actuellement. Voilà. Donc, que vous soyez du nord, du sud, du centre, peu importe votre origine, quand on est tous ensemble en société, on est des Béninois
un point, c'est tout. Il n'y a pas à faire de différence. Docteur Léandre Olinde, est-ce que c'est assez perceptible ce que mademoiselle Tonopoint vient de partager avec nous, l'urgence d'appartenir et de manifester surtout la fierté d'être béninois? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je vais plutôt renchérir ce qu'elle a dit, oui, et senti plutôt ce besoin de formation sur des concepts qui permettent à la jeunesse au sein d'un parti politique de savoir y rester. Alors, quand on sort des partis politiques, tous les jeunes ne sont aujourd'hui pas forcément des acteurs politiques. On va peut-être rester dans cette logique, puisque l'orientation du débat est assez focalisée, pour pouvoir dire, en fait, en ce qui me concerne, que cette jeunesse devant être formée, va être formée à la chose politique, va être formée à la chose républicaine. Parce que je vois, ou j'entrevois au sein du parti politique qui donc choisit de former ses militants, de pouvoir les préparer à quoi? Et à la gestion politique. Je voulais dire qu'au sein du parti politique, on devrait pouvoir voir les choses évoluer de manière à ce que quand l'heure sonne à ce parti politique de prendre les rênes du pouvoir, de ne plus avoir à réfléchir sur qui prendrait tel ou tel rôle. Autrement dit, même dans nos organisations simples, nous apprenons au niveau jeunesse à occuper des postes, n'est-ce pas, et supposés être occupés par des adultes. Et quand nous préparons la jeunesse à la relève, nous les préparons à occuper des postes politiques. Occuper un poste politique, eh bien, c'est s'engager, n'est-ce pas, à la gestion de la chose républicaine. Et donc, au sein du parti politique, on devrait pouvoir poser les questions en termes de ministre de l'Intérieur. On devrait pouvoir poser les questions en termes de ministre de la Défense. Et donc, quand la question se pose au niveau du parti politique, est-ce que nous avons des ressources pour aborder le sujet en tant que ministre de la Défense, par exemple? Il n'est pas encore ministre, mais quand l'heure sonnera à ce parti politique de se retrouver, n'est-ce pas, à la gestion, n'est-ce pas, de la République, est-ce que les militants ont été formés à occuper ces postes stratégiques? Vous avez le sentiment que cette démarche pourrait nous permettre effectivement de régler les questions d'unité nationale? Justement, la façon d'aborder les sujets, elle a posé un problème. Nous sommes aux prises avec, n'est-ce pas, les actions terroristes. Aujourd'hui, le gouvernement actuel est confronté à la gestion de cela. Comme d'autres États aussi. Ramener maintenant au sein de la politique, le débat doit être posé. Il y a des acteurs clés au niveau gouvernemental qui sont concernés au premier chef. Est-ce que nous avons les rudiments au sein du parti qui discutent de cette question? De sorte que quand la question est posée au parti politique, de dire ce qu'il en pense. Et que ce soit cette ressource à l'intérieur du parti politique qui prenne la parole au nom de ce parti politique. C'est cela l'exercice. C'est cela l'apprentissage à la gestion de la chose politique. C'est dans ce sens que je vois, n'est-ce pas, la question de la jeunesse, devoir assurer la relève. Et donc former à répondre, former à aborder les sujets de façon politique, former à faire en sorte que la réponse qu'on donne dans ce vivier-là de ressources juvéniles qu'on prépare, que cette jeunesse soit aguerrie à pouvoir effectivement, le moment venu, prendre, n'est-ce pas, et se positionner à l'avant-garde parce que justement, préparer à cela. Docteur Léandre Olinde, en dehors de cette catégorie de jeunes à laquelle vous faites référence, il y a quand même d'autres jeunes qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la posture de militants politiques, qui ne sont pas au sein des partis politiques. Mais quelle serait alors, eux, leur contribution au rayonnement de la paix? Quelle serait leur contribution à l'unité nationale
dans un environnement où on s'apprête à organiser au cours de la même année, par exemple, 3 élections d'enjeux majeurs? Merci beaucoup. Effectivement, il y a cette frange-là de la jeunesse qui n'est pas militante et qui ne se retrouve pas dans un engrenage de partis politiques et qui également appartient à cette jeunesse béninoise qui a besoin effectivement d'aborder, puisqu'elle va aller aussi aux élections. Et donc, aujourd'hui, cette jeunesse doit être formée aux enjeux. Cette jeunesse a besoin de savoir que lorsqu'elle est sollicitée pour des questions électorales, de savoir apprécier. Alors, je dirais la vision. La vision qui est la bonne pour le pays. Au regard de l'expérience, au regard de ce qu'elle sait déjà, savoir se faire une idée du type, du modèle, de cette représentativité qui satisfait à ses aspirations. Cette jeunesse doit pouvoir se prononcer. Pour qu'elle se prononce, ce qui est bien pour ce pays, elle a besoin de ne pas rester à l'écart. Elle a besoin de s'impliquer. Voulant s'impliquer, elle a besoin de s'informer. Et voulant s'informer, elle a besoin de se former. Et ça va également mener des débats politiques. On ne saurait véritablement se mettre à l'écart de la politique et laisser une frange de la population s'en occuper. On a besoin de s'impliquer. Quand même, on ne peut pas être militant dans un parti politique, mais ça n'empêche pas de se prononcer sur les questions politiques qui sont abordées. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Mademoiselle Tonoucoin, il faut que la jeunesse s'implique. Elle le fait déjà à travers les plateformes numériques. On voit quand même plusieurs jeunes se retrouver sur soit WhatsApp, sur Facebook, Instagram et autres. Et au même moment, il y a dans notre pays le code du numérique qui se retrouve à leur trousse. Est-ce que ce n'est pas un danger qui nous guette pour empêcher la participation au processus électoral? Jusqu'à preuve du contraire, les réseaux sociaux ne sont pas encore utilisés pour voter. Pas ici et même ailleurs, je n'en ai pas entendu parler. C'est vrai qu'il y a le vote numérique, mais on ne le fait pas encore mais ici. Le jeune a la possibilité de manifester son point de vue sur les plateformes numériques et plus tard, on entend dire qu'il a été arrêté. Vous connaissez sûrement cette citation qui est célèbre où on dit « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence ». D'accord. Dans la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai, disons qu'il n'y a pas le code du numérique. Et vous et moi, on se connaît ou on ne se connaît peut-être pas. Ah. Et quelqu'un me parle de vous en mal. Je ne vérifie pas l'information et je me mets sur la place publique parce que se mettre sur Internet, réseaux sociaux, c'est se mettre sur la place publique, on est d'accord. Et je dis plein de choses qui pourraient vous porter préjudice, soit au niveau professionnel, soit au niveau de votre famille. Je le fais, vous vivez les préjudices, vous les ressentez dans votre vie, dans votre corps, mais vous n'avez pas la possibilité d'arrêter la saignée. Là, on serait toujours en liberté ou pas. Si on permet à une catégorie de personnes de faire tout ce qu'elle a envie de faire, comme elle a envie de le faire sur Internet, on serait en liberté. Donc ça voudrait dire que même quand on veut participer au processus électoral en étant jeune et en se servant des plateformes numériques, il faut inéluctablement respecter la liberté des autres, si je vous comprends bien. Oui, parce que qu'est-ce qui est puni aujourd'hui par la loi? Je ne pense pas que le fait de se mettre sur Internet et de dire, par exemple, ce que vous pensez d'une loi. Je pense, il y a une loi sur laquelle on a fait plein de débats sur les réseaux sociaux ici. Je ne veux même pas ouvrir ce débat ici, mais il y a des questions d'ordre public sur lesquelles on se prononce
sans qu'il n'y ait jamais d'interpellation. Oui, d'interpellation. Mais ce qui est interdit, c'est de porter préjudice à autrui. Et c'est comme ça qu'on maintient une société qui est juste avec tous ses citoyens. Parce que vous qui êtes journaliste, vous avez une formation de journaliste, vous connaissez les règles, vous savez à quel niveau c'est la HAC qui intervient, à quel niveau c'est l'ODEM qui intervient. Et vous savez à quel niveau est-ce que vous pouvez vous retrouver devant les tribunaux. Ça, c'est connu. Mais celui qui est sur Internet, il ne connaît pas ça. Et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont plus d'audience que les médias. Quelqu'un qui a 1 million de followers, vous voulez lui permettre peut-être de dire de vous que vous êtes un voleur, que vous êtes un brigand, de tout dire, et que la loi ne puisse pas, un tant soit peu, vous protéger. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Permettre à tous les citoyens de s'épanouir, que quelqu'un n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Docteur Léandre Olindi, devant la loi, nous sommes tous égaux en dignité. Et on se rend compte malheureusement qu'en voulant participer au processus électoral, des jeunes prennent la parole, soit c'est pour insulter le président de la République, soit une autre autorité. Est-ce que c'est des choses qui doivent pouvoir être acceptées dans une république au nom de la liberté? Merci, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion de dire un mot par rapport à ce phénomène. Le phénomène de la digitalisation des réseaux sociaux, le phénomène de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et qui prend une certaine ampleur, de manière à ce que si l'État ne prend pas ses responsabilités, ce même instrument qui traduit une certaine éclosion, un certain développement à un niveau supérieur, ce même instrument risque effectivement d'être très compromettant pour l'État. Je pense que l'État a pris vraiment ses responsabilités en émettant le code numérique, en quadrillant tout ceci. Ce n'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté la loi. C'est vrai que le président de la République l'a promulgué. Merci. Et donc, ce code numérique vient quadriller, encore que la jeunesse soit informée des enjeux, soit informée des rudiments de ce code numérique et savoir exactement ce qui a lieu de faire et ce qui a pas lieu de faire. Évidemment, nous avons de l'autre côté un devoir de sensibilisation sur qu'est-ce qui est bon à divulguer et qu'est-ce qui n'est pas bon à divulguer. Qu'est-ce qu'il faut censurer à son niveau? Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est bon à montrer. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi on doit censurer. Pourquoi on doit taper du poing sur la table lorsqu'on exagère dans l'exploitation que l'on en fait. L'image peut être vraie, mais pour la cohésion sociale, pour la paix sociale, on n'a pas besoin d'amener cette image sur la place publique. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc, au-delà du code numérique, il n'y a que les administrateurs de ces réseaux sont rendus responsables de tout ce qui circule. Il y a forcément que les canaux qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Ben, on s'en prend à la jeunesse, parce que c'est elle qui est beaucoup plus fan de ça. Et il y a que on devrait pouvoir censurer à la base. Aujourd'hui, on est capable de retracer, n'est-ce pas, une information publiée, d'en arriver à son origine et de savoir effectivement interpeller les personnes qui en ont besoin parce que justement, ça porte atteinte à l'ordre public. L'éducation de la jeunesse, aujourd'hui, aux prises avec la digitalisation, au niveau intelligence artificielle, doit être de mise. Ça va partir du noyau familial. Ça va évoluer effectivement dans les classes, dans les collèges. Ça va évoluer effectivement dans les forums qui sont créés, où ces espaces, ces creusets qui sont faits, de façon à ce qu'il y ait une discipline qui s'observe. Et donc, la discipline va s'arrimer avec la prise de conscience
de ce que nous sommes un acteur important pour la paix, n'est-ce pas, de la société. Est-ce que nos familles ont encore suffisamment de temps aujourd'hui, nos cellules familiales ont encore suffisamment de temps aujourd'hui pour s'occuper de cette forme d'éducation? Ou à défaut, qu'est-ce qui se fait concrètement au sein des partis politiques aussi pour permettre la vulgarisation de ce genre d'outils juridiques? Je vous remercie. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, oui, de revenir sur une toute petite chose. Quand le docteur disait tout à l'heure que l'État a pris ses responsabilités et que vous lui répondiez, donc c'était les députés à l'Assemblée nationale que le chef de l'État a promulgué. C'est la force de l'État. C'est ça. À partir du moment où vous votez pour eux et qu'ils sont investis en qualité de députés, ils parlent au nom de toute la nation. Et quand le chef de l'État appose sa signature, c'est fini. C'est l'État qui a pris sa responsabilité. Il n'y a pas une autre force à aller chercher quelque part. C'est ça. Ça s'arrête là. Maintenant, au niveau des familles, toutes les familles ne sont pas identiques non plus. On a plusieurs modèles de famille aujourd'hui. Mais de manière générale, puisque nous nous retrouvons avec une technologie, où je prends le risque de dire, à laquelle nous n'étions pas forcément préparés. Nous consommons de la technologie. Et l'usage que nous en faisons, ce n'est pas forcément ce qui est plus indiqué. Nous n'avons pas conçu l'outil. Nous l'avons accepté, nous l'avons intégré dans notre quotidien et on l'utilise comme on peut. Et sur Internet ou sur les réseaux sociaux, vous allez constater avec moi qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont instruits, un peu instruits, très instruits. Il y en a de toutes sortes. Et parfois, il y a certains qui n'ont pas forcément un grand niveau, mais qui arrivent à réunir grand monde autour d'eux sur Internet. Parfois par la force des scandales ou par, comment je vais appeler ça, les choses qui sortent de l'ordinaire et qui sortent de leur bouche, et ça attire du monde. Mais tout ce beau monde-là, il faut cadrer ça. Vous êtes journaliste, vous savez, quand, dans les formations de journalistes, souvent, il y a l'exemple de Radio 1000 Collines qui est donné. Exactement. Au Rwanda. Bien sûr. La radio dont tout est parti, où on a dit les Hutus sont en train de tuer des Tutsis, et c'est parti dans tous les sens. On aurait peut-être pris une décision plutôt de suspendre une radio comme ça, que tout le monde aurait crié à la violation de la liberté d'expression. Ok, mais si on laisse tout ça s'étendre et que nous nous retrouvons au milieu de ce que nous ne souhaitons pas, ce serait trop tard pour réparer ce qui est déjà... Quand on se lance dans une guerre civile, c'est fini. Pour se reconstruire, il faut des décennies. Exactement. Déjà que nous ne sommes pas riches, si on perd du temps à s'entretuer entre nous, en fait, ça ira dans tous les sens. Et en termes de partis politiques, aujourd'hui, vous avez de grands partis à l'Assemblée nationale. Et dans ces partis-là, il y a toutes les régions du pays qui sont représentées. Pour parler de ça, j'ai un exemple typique que moi, c'est parce que ça m'a marqué. J'étais à ces événements-là que, même si vous allez sur mon compte Facebook, vous allez voir que j'en avais déjà parlé. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau dans le Zou, il y a eu, je n'ai pas gardé la date, mais je pense que c'était une semaine avant le 31 mai, l'adhésion d'un lot de jeunes à l'Union progressiste, le renouveau, à Bomé. Ce qui m'a marqué ce jour-là, c'était la présence d'un élu député du Nord qui était descendu
pour suivre la déclaration d'adhésion. Et quand ils ont fini de faire leur déclaration, quand on a demandé, on a donné la parole à l'honorable Abou Torou, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il a dit ce jour-là aux jeunes qu'aujourd'hui, nous considérez-vous comme des membres d'une grande famille. Et partout où vous irez au Bénin, vous aurez une maison. Que vous soyez dans le nord, dans le sud ou au centre, vous avez une maison. Et une semaine après cette activité, lorsque nous avons organisé la formation des jeunes au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, le 31 mai à Abomey, il y a eu une délégation, une forte délégation, conduite toujours par l'honorable Abou Torou, avec des jeunes militants qui sont venus du Nord pour soutenir l'activité qui se fait dans le zoo. Donc pour vous, c'est un travail de cohésion. Oui, c'est un travail que nous sommes en train de faire, de travailler à ensemble aller vers un idéal pour notre pays et de sortir des anciens clivages il est de telle ethnie, il est de telle zone. D'abord au Bénin, nous avons un défi qui est d'aller vers l'unité nationale. Et en Afrique aussi, il y a le défi. Et si dans nos pays, nous n'arrivons pas à fédérer les forces de toutes les parties et à converger vers un idéal commun pour notre pays, ce n'est pas au niveau continental que nous allons réussir ça. Donc, il est important, urgent, que nous continuions le travail qui est déjà fait et que dans toutes les zones du pays, dans tous les partis politiques, il y a les organisations de la société civile où les jeunes peuvent militer. On n'oblige personne à être dans un parti politique, mais peu importe là où le jeune se trouve, qu'il pense au pays avant de penser à n'importe quoi d'autre. C'est ça qui est primordial. Docteur Léandre Olinde, paradoxe parfois, il y a des jeunes qui portent vraiment la vision panafricaine de Kwame Nkrumah, mais qui se retrouvent au sein de leur territoire national à parler de cohésion et d'unité nationale. Comment est-ce que vous arrivez à l'analyser? Merci. Merci, monsieur le journaliste. Et avant peut-être de revenir là-dessus, oui, j'allais revenir un peu sur la question familiale. C'est ça. Et comme noyau éducationnel pour cette jeunesse-là qui se trouve confrontée aux réalités, n'est-ce pas, de la vie aujourd'hui. Pour dire que là, on ne peut pas soustraire aujourd'hui la famille, n'est-ce pas, de ce triangle-là éducationnel qui met ensemble, n'est-ce pas, la famille, la rue et l'école. Quand je prends... Et parfois même les religions. Merci. Et quand je prends l'école, eh bien, ça fait partie, font partie de l'école les partis politiques, les clubs services, les églises et j'en passe. Tout ceci s'approprie ce concept d'apporter sa contribution à l'éducation, n'est-ce pas, de la société, mais également à l'éducation de la jeunesse. De sorte que la rue ne vienne pas, n'est-ce pas, mettre en mal ce que cet ensemble, ce package de creuset éducationnel apporte à l'enfant et donc à la jeunesse. La famille, ensemble avec cette école que je viens d'élargir, d'accord, et dans la rue, se retrouve à obliger aujourd'hui la jeunesse à se retrouver dans ce que nous appelons l'école de la vie. L'école de la vie, c'est celle qui arrive. L'éducation familiale, l'éducation au niveau de l'école, etc., et celle également reçue dans la rue, tout ceci mis ensemble devait pouvoir faire de cette jeunesse une jeunesse, n'est-ce pas, qui plonge dans cette école de la vie, qui reste le dernier maillon du dispositif qui annonce les signes avant-coureurs d'une paix durable, quelle que soit la période de l'année dans un État. Alors, revenons maintenant à ma question. Voilà. Ceux-là qui se retrouvent à porter la vision panafricaine de Kwame Nkrumah, mais qui, malheureusement, au sein de leur territoire national, ne travaillent pas du tout à la démarche d'unité nationale ou bien de cohésion sociale.
C'est assez dommage que ce constat soit fait. Mais l'UNEB volontairement, le cadre au niveau national, est-il adéquat pour faire éclore cette vision? Pourquoi, à l'intérieur de son propre territoire, il n'a pas les outils, il n'a pas la coudée franche pour que cette vision qui porte au niveau panafricain puisse déjà commencer par le niveau national, qui est son local, qui est donc son origine nationale. S'il n'est pas capable, effectivement, d'assumer ou d'assurer ou de contribuer efficacement à cette cohésion sociale au niveau de son pays, ça va être extrêmement difficile de savoir porter une vision panafricanisme au-delà effectivement des frontières de son État. Extrêmement important, on le retoquerait. Qu'est-ce que tu as pu faire chez toi? Et quelles leçons veux-tu nous donner? Et c'est quand on sort de son pays qu'on est beaucoup plus éloquent. Mais l'apprentissage, les outils pour savoir parler au plan panafricanisme, ces outils-là se trouvent au niveau de son pays et savoir réussir à fédérer les différentes couches sociales de manière à ce que la cohésion sociale soit d'abord une réalité et qu'on soit la cheville ouvrière de la construction de cette cohésion sociale avant de pouvoir l'étendre au-delà des frontières et embrasser effectivement cette vision panafricaniste. Voilà ce que je puis dire. Mademoiselle Tonokwe, nous tendons progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. J'ai, avant de vous laisser partager votre mot de fin sur ce plateau, j'ai envie de comprendre l'attitude à adopter quand on est jeune d'un parti politique appartenant peut-être à la mouvance et qu'on se retrouve avec d'autres acteurs jeunes de l'opposition. Est-ce qu'il faut systématiquement, à coup sûr, se mettre dans une démarche frontale? Parce que ça se vit de plus en plus dans notre pays, alors que nous travaillons tous à l'unité nationale. Oh, merci beaucoup. Peut-être que ce que vous dites là, ça se ressent sur les réseaux sociaux. Parce que moi, de ma position, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, qui ont de très bons rapports, qui travaillent ensemble. Moi, j'ai fait la formation de l'école politique féminine multipartite, où on est au sein de cette formation-là des jeunes venus de différents partis politiques. En termes d'affinité, il n'y a pas eu de barrière au niveau de tel vieux tel parti politique. Donc il n'y a pas de fraction sociale? Non, pas du tout. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que moi, j'ai plein d'amis qui sont au niveau du bloc républicain, de Moël Bénin, de Renaissance nationale, LD. On est ensemble. Il y a des questions. Moi, quand on me parle de la politique dans un pays, je me dis qu'on est dans... pour schématiser, je me dis on est dans une même maison, enfant d'un même père. Quand vous faites vos réunions familiales, vous n'êtes pas ennemis, hein? Mais sur des questions données, vous pensez qu'il faut faire ci. Votre frère, il pense qu'il faut faire le contraire. Vous êtes convaincu, il est convaincu. Chacun défend son point de vue. Chacun dit ce qui, selon son expérience, selon sa vision du monde, serait mieux par rapport à ce sujet-là qui est sur la table. Pour moi, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, à présent, votre mot de fin sur ce plateau? D'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour le thème de l'émission, parce que c'est un thème central par rapport aux enjeux qui s'annoncent. Je voudrais dire que tout jeune béninois, qu'il soit politique ou non, doit se sentir concerné par la gestion du pays. Il peut choisir de militer dans un parti pour, à sa manière, contribuer au développement de sa nation. Il peut aussi décider de ne pas être dans un parti politique et d'être dans une organisation de la société civile et de faire la veille citoyenne
pour mettre la pression nécessaire aux politiques pour qu'ils se comportent comme ils ont promis de se comporter. Peut-être qu'une autre catégorie choisirait de ne pas militer dans ces organisations-là. Mais peu importe là où vous avez choisi d'être, gardez un œil sur ce qui est fait au niveau de la sphère politique parce que ça engage tout le monde. Et que tout le monde est concerné par les élections, qu'on soit jeune ou pas. Et ces élections-là vont décider de notre devenir commun sur 5, 10 ans ou même plus. Peu importe d'où vous venez, nous avons le Bénin en commun. Et quand on dit élection, on nous demande d'aller donner notre point de vue par rapport à la gestion du Bénin. Il faut que chacun se prononce. On ne peut pas être indifférent à comment est-ce que le bien de sa famille est en train d'être géré parce que c'est notre avenir qui en dépend. Merci. Merci à vous, mademoiselle Benato Carole Tonocoin. Je rappelle que vous êtes assistante parlementaire, jeune leader du Bénin. Merci d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous sur ce plateau. Docteur Léandre Olinde, votre mot de fin sur cette émission. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de partager sur la thématique relative à la jeunesse face aux enjeux électoraux en termes de contribution, n'est-ce pas, à l'unité nationale. La jeunesse, je pourrais me permettre de lui adresser ce message de l'espoir. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. La jeunesse, c'est l'espérance du futur national. La jeunesse, c'est l'assurance. Et pour qu'il en soit ainsi, cette jeunesse est cette nouvelle corde qu'il faut attacher au bout de l'ancienne. Nous avons besoin, en tant que jeunes, d'apprendre à l'être, d'aller à la source de l'information, d'apprendre à adopter l'attitude de l'apprenant. C'est là qui s'inscrit dans une démarche d'humilité, de manière à ce qu'on n'aille pas mener des actions dans le cadre effectivement des questions électorales sans qu'on ne soit suffisamment averti, soit qu'on ne soit suffisamment formé. Apprendre à se former pour mener le débat, pour effectivement contribuer efficacement, n'est-ce pas, à la chose politique, de manière à ce que les actions à mener soient effectivement l'ébauche d'une instauration de paix, n'est-ce pas, aux enjeux politiques. Merci infiniment, docteur Léandre Olinde. Je rappelle que vous êtes juriste et auditeur à l'UOMOA. Vous êtes en service à l'Agence nationale de l'aviation civile de notre pays, le Bénin. Ce sera donc pratiquement tout, mesdames et messieurs, pour le débat de ce jour qui portait autour de la thématique jeunesse et élection. Quelle contribution à l'unité nationale. Merci également à mademoiselle Benato Carole Tonocoin, assistante parlementaire qui était sur ce plateau pour partager son point de vue avec nous. Vous reconnaissez tous que nous avons l'obligation et l'urgence de travailler à la paix, à la cohésion nationale dans notre pays. À très bientôt.